Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans Plus belle la vie épisode 483, un épisode où chaque seconde compte, où chaque décision peut tout faire basculer, où le destin des personnages se resserre comme un étau. Dès les premières minutes, l'atmosphère est suffocante. Au Mistral, Chloé fait face à l'inimaginable, Yann a officiellement déposé une reconnaissance de paternité. Une trahison administrative, froide, brutale. Et derrière lui se dresse une alliée redoutable, Vanessa Kepler, avocate brillante, implacable, prête à tout pour lui ouvrir la voie. Chloé le sait, cette alliance-là est dangereuse. Terriblement dangereuse. Alors qu'elle tente de garder la tête hors de l'eau, un deuxième coup de massue l'attend. Géraldine, impeccable dans son mensonge, se présente au commissariat et accuse Baptiste Marcy d'un vol méticuleusement orchestré. Tout est préparé, tout est huilé, tout est trop parfait. Et quand Idriss appelle Chloé pour lui annoncer que son ami est désormais dans la ligne de mire de la police, la jeune femme sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle se bat pour sa fille, mais voilà que ce qu'elle aime tombe autour d'elle. Pendant ce temps, à la résidence Massalia, l'épisode explore une autre forme de chute. Nisma, qui a toujours voulu sauver le monde, s'enfonce sans s'en rendre compte dans un épuisement profond. Elle enchaîne les associations, les missions, les engagements jusqu'au malaise. Apolline et Yolande tentent de la rattraper avant qu'elle ne s'effondre, mais la jeune femme s'accroche à son besoin d'être utile, quitte à s'effacer elle-même. Plus loin, l'émotion prend une tournure bouleversante. Zoé, interdite de visite, enregistre un message vidéo pour Louis, toujours alité à l'hôpital après avoir frôlé la mort. Un moment fragile, sincère, d'une douceur presque douloureuse. Un lien qui se reconstruit à distance, mais qui tremble, comme tout le reste dans cet épisode. Et puis vient le choc final, celui qui redéfinit tout. Idriss se rend chez Charles Duvivier, pensant simplement l'interroger. Il pousse la porte. Elle est ouverte. La maison est calme. Trop calme. Et au sol le corps de Charles, inerte. Cette vision, ce silence, cette bague tombée à côté du cadavre tout annonce une vérité plus sombre encore. Un épisode d'une intensité rare, où chaque intrigue frappe plus fort que la précédente, où les masques tombent, où les alliances se dévoilent, où les menaces se matérialisent. Installez-vous, respirez un grand coup, nous allons décrypter ensemble toute la violence émotionnelle, toutes les stratégies cachées, tous les secrets qui éclatent dans l'épisode 483 de Plus belle la vie. Au Mistral, l'atmosphère est lourde, presque irrespirable. Assise à la terrasse du pavillon des fleurs, Chloé tourne machinalement sa cuillère dans sa tasse, sans toucher à son café. Face à elle, Luna et Baptiste essaient de la rassurer, mais rien n'y fait, la jeune femme est ailleurs, rongée par une peur qu'elle ne parvient plus à cacher. Il a déposé une reconnaissance de paternité, souffle-t-elle. Luna la regarde, incrédule. Yann ? Mais c'est insensé, il débarque après des années et veut tout reprendre ? Chloé hoche la tête, la voix tremblante. Oui. Et il est conseillé par Vanessa Kepler. À deux, ils sont capables de tout. Baptiste, révolté, frappe du poing sur la table. On ne peut pas laisser faire ça. Il ne peut pas juste revenir et te voler ta fille. Mais Chloé baisse les yeux, désemparée. Si je perds ma fille, je perds tout. Ces mots résonnent comme un aveu de désespoir. Luna pose une main sur la sienne, douce mais ferme. Chloé, tu n'es pas seule. On ne les laissera pas t'écraser. Pendant ce temps, au commissariat, l'ambiance est tout autre. Géraldine, tirée à 4 épingles, entre avec un sourire calculé. Idriss relève la tête de ses dossiers. Bonjour, madame, que puis-je pour vous ? Je voudrais déposer plainte pour vol. Répond-elle d'un ton faussement blessé. Idriss attrape un formulaire. Vous pouvez me préciser les faits ? Oui. Il s'agit d'une bague appartenant à mon oncle. Une pièce de grande valeur. Elle a été volée il y a quelques semaines. Et je viens d'apprendre que quelqu'un a tenté de la revendre. Idriss note. Vous avez un nom ? Géraldine hoche la tête, savoure l'instant. Oui.
Baptiste Marcy. Le policier relève immédiatement les yeux, surpris. Baptiste Marcy? Le fils de Thomas et Gabriel? Lui-même. Le joaillier m'a montré sa photo d'identité. C'est bien lui. Idriss reste silencieux un instant, l'air dubitatif. Vous avez une preuve que cette bague appartenait à votre oncle? Bien sûr. L'acte d'achat, la photo, tout est là. Elle dépose soigneusement une enveloppe sur le bureau. Idriss la remercie et promet de transmettre le dossier au procureur. Mais lorsqu'elle s'éloigne, il la suit du regard, méfiant. Quelque chose dans son attitude sonne faux, trop sûr, trop préparé. Quelques heures plus tard, Chloé reçoit un appel. La voix d'Idriss, grave, résonne au téléphone. Chloé, c'est à propos de Baptiste. Il y a un problème. Le monde de Chloé vacille une fois de plus. Alors qu'elle se bat déjà pour garder sa fille, une nouvelle tempête s'abat sur elle et cette fois, c'est Baptiste qui risque de tout perdre. Dans la salle commune de la résidence Massalia, l'ambiance est détendue, les guirlandes scintillent et l'odeur du café se mêle à celle du pain grillé. Au milieu de ce calme apparent, Nisma pianote sur son téléphone avec une concentration extrême. Yolande, intriguée, s'approche. Dis donc, t'as l'air bien occupée, ma belle. Tu ne devais pas te reposer aujourd'hui? Nisma relève la tête, un sourire léger au coin des lèvres. Je lance un secret Santa pour la résidence. J'ai trouvé une appli géniale pour le tirage au sort. Un quoi? S'étonne Yolande. Un échange de cadeaux surprise. Chacun tire un nom au hasard et offre un petit présent à cette personne. Yolande secoue la tête, amusée. Toi, tu ne sais vraiment pas t'arrêter. Quelques instants plus tard, Apolline entre, un sac de course à la main. Elle s'arrête net en voyant Nisma debout sur une chaise, en train d'accrocher des décorations. Mais Nisma, t'étais censée te reposer, non? Nisma descend doucement, un peu essoufflée. Oui, mais ça va. Je ne vais pas rester sans rien faire, tu me connais. Apolline se tourne vers Yolande, inquiète. Elle a fait un malaise ce matin. J'ai préféré la raccompagner. Yolande ouvre de grands yeux. Quoi? Et tu continues à courir partout? Nisma soupire, visiblement gênée. Ce n'était rien, juste un petit vertige. Et puis, j'ai besoin de m'occuper, de penser aux autres. Apolline, exaspérée, croise les bras. Sauf qu'à force de t'occuper des autres, tu t'oublies, Nisma. Le silence s'installe. Nisma détourne le regard, presque blessée. C'est pas ça, j'aime aider. C'est ce qui me fait me sentir utile. Yolande soupire, avec douceur. Aider les autres, c'est beau, ma chérie, mais faut aussi apprendre à t'aider toi-même. Apolline acquiesce. Tu fais partie de combien d'associations, déjà? Nisma réfléchit à voix haute. 10. Peut-être 11, si on compte la maraude du week-end. Les deux femmes échangent un regard effaré. 10. Répète Yolande. Mais tu vas finir par t'écrouler. Nisma esquisse un sourire triste. Je ne sais pas dire non et puis, si je ne le fais pas, qui le fera? Apolline s'approche, plus douce. Parfois, dire non, c'est aussi une façon de se respecter. Tu as le droit de penser à toi. Nisma baisse la tête, touchée, mais reste silencieuse. Dans ses yeux, on devine le poids d'un épuisement qu'elle refuse d'admettre, celui de toujours vouloir sauver les autres, quitte à s'oublier complètement elle-même. Dans la douceur feutrée du salon d'Ariane, Zoé tourne en rond, les bras croisés, les yeux embués. Maman, je veux juste le voir 5 minutes, il a failli mourir. Supplie-t-elle. Ariane, bouleversée par la détresse de sa fille, tente de garder son calme. Zoé, tu sais bien que c'est interdit. L'hôpital a encore des restrictions. Mais je te promets que je vais trouver une solution. Jawad, présent, pose une main apaisante sur l'épaule de la jeune fille. Écoute ta mère. On va faire autrement. Quelques heures plus tard, Ariane installe son téléphone sur la table du salon. Bon,
on va lui envoyer un message vidéo. Comme ça, il verra ton visage et il saura que tu penses à lui. Zoé essuie une larme, inspire profondément. Jawad, à côté, enclenche l'enregistrement. La jeune fille regarde la caméra, la voix tremblante mais sincère. Salut Louis, c'est moi. Je sais que je n'ai pas le droit de venir, mais je voulais juste te dire que j'ai eu très peur. J'ai cru que je te reverrais jamais. Alors tiens bon, d'accord ? Parce que j'ai encore plein de choses à te dire. Ariane se penche dans le cadre, un sourire bienveillant. Et nous, on veille sur elle, promis. Repose-toi, Louis. Jawad ajoute, dans un ton léger pour détendre l'atmosphère. Et quand tu sors, c'est moi qui t'invite au Mistral. Marché conclu ? Zoé rit à travers ses larmes, puis souffle. Je t'embrasse. Ariane arrête la vidéo et l'envoie aussitôt à Barbara, qui la transmet à Louis. À l'hôpital, Louis repose sur son lit, encore affaibli. Quand Barbara lui tend le téléphone, il hésite avant d'appuyer sur lecture. Sur l'écran, le visage de Zoé apparaît, fragile et lumineux à la fois. À mesure qu'il regarde, les larmes montent. Quand la vidéo se termine, il garde le silence, les yeux brillants. Barbara s'assoit à son chevet. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Louis esquisse un sourire douloureux. Juste avant de mourir, on voit toute sa vie défiler, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, j'ai peur. J'ai peur de te perdre, toi. Barbara lui prend la main, ferme et rassurante. Ça n'arrivera pas. Un long silence les unit. Louis la regarde avec reconnaissance, presque apaisé. Et dans le battement régulier du moniteur, on sent renaître l'espoir fragile, mais bien vivant. Sur le parvis du pavillon des fleurs, le vent froid de Marseille balaie les feuilles d'automne. Chloé sort d'un rendez-vous quand elle aperçoit Yann, adossé à sa voiture, un sourire suffisant au coin des lèvres. Son sang ne fait qu'un tour. Elle s'approche, déterminée. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu n'as pas honte de venir me provoquer après tout ce que tu m'as fait ? Yann reste calme, presque cynique. Détends-toi, Chloé. Je voulais juste qu'on parle calmement. Elle éclate d'un rire nerveux. Calme ? Tu veux qu'on parle calmement alors que tu veux me retirer ma fille ? Yann soupire, puis laisse tomber le masque. Tu crois que tu vaux mieux que moi ? Tu te souviens de Géraldine ? Elle devait être enceinte. Chloé fronce les sourcils. Devait être ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Yann s'avance, un ton glacial. Elle devait l'être pour que Charles lui cède la joaillerie. C'était un arrangement. Et tout se serait bien passé si tu n'avais pas mis ton nez là-dedans. Chloé le fixe, stupéfaite, puis le gifle violemment. Tu es une ordure. Une ordure sans morale. Yann, imperturbable, essuie sa joue et ricane. Peut-être. Mais au moins, moi, je sais ce que je veux. Et je l'obtiens. Chloé s'approche, le regard brûlant de colère. Tu crois que je vais te laisser faire ? Tu crois que je vais te laisser détruire la vie d'Elena ? Je vais me battre, Yann. Il se penche vers elle, un sourire cruel. Avec quels moyens ? Chloé le regarde droit dans les yeux. Avec ce qu'il me reste, la vérité. Elle tourne les talons, le cœur battant, laissant Yann seul, son sourire disparaissant peu à peu. Dans un tout autre décor, à la résidence Massalia, Apolline retrouve Nisma affalée sur le canapé, le visage pâle, des cernes marquées sous les yeux. Sur la table, des dossiers d'association s'empilent à côté de son ordinateur. Nisma, tu t'es encore levée à 6 heures pour aller distribuer des repas ? Demande Apolline d'un ton inquiet. Oui, mais ça va, je gère. Il faut bien aider ceux qui n'ont personne. Apolline soupire, s'assoit à côté d'elle. Non, Nisma, tu ne gères pas. Regarde-toi, t'as une tête de déterré. Tu t'épuises. Je ne peux pas m'arrêter. Les gens comptent sur moi. Apolline lui prend doucement la main. Justement. Tu ne peux pas aider les autres si tu t'effondres.
Tu dois penser à toi aussi. Nisma détourne le regard, mal à l'aise. J'ai juste besoin d'être utile, c'est tout. Apolline murmure, avec douceur. Le fait que tu te focalises sur les autres, c'est pour éviter de penser à toi. Nisma reste silencieuse, touchée en plein cœur. Son regard se trouble, et dans un souffle à peine audible. Peut-être, mais si je pense à moi, j'ai peur de ne plus me reconnaître. Apolline serre sa main un peu plus fort. Alors laisse-moi t'aider à te retrouver. Pas en tant que bénévole, pas en tant qu'héroïne, juste en tant que Nisma. Un léger sourire traverse enfin le visage fatigué de la jeune femme, celui d'une amie qui commence, enfin, à se laisser aider. Dans le salon feutré de la joaillerie du Vivier, la tension est à son comble. Charles, installé dans son fauteuil, garde son calme apparent, mais son ton est froid, tranchant comme une lame. Face à lui, Chloé lutte pour contenir sa colère. Ses mains tremblent, sa voix aussi, mais ses mots frappent juste. Vous êtes aussi tordu qu'eux. Charles arque un sourcil, visiblement irrité par l'audace. Je ne vous permets pas, Chloé. Vous êtes bien mal placée pour juger de mes décisions. Elle serre les poings. Vos décisions? Vous soutenez un homme qui manipule tout le monde et une femme qui ment sur sa grossesse. Vous avez détruit la vie d'Inès, de Yann et maintenant vous voulez me faire la leçon? Charles se lève lentement, posant les mains sur le bureau. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne pensez qu'à vous. Pas une seule fois vous ne vous êtes demandé ce qui était le mieux pour Elena. Votre comportement vous disqualifie, Chloé. Les mots claquent dans l'air comme une gifle. Chloé retient ses larmes, la mâchoire crispée. Vous n'avez pas le droit de me juger. Je suis sa mère. Charles soupire, se détourne vers la fenêtre. J'ai décidé de vous verser une pension. Vous n'aurez plus à vous inquiéter de l'avenir matériel d'Elena. Chloé explose. Ma fille n'est pas à vendre. Elle attrape son sac et se dirige vers la porte, le cœur battant à tout rompre. Avant de sortir, elle se retourne, le regard chargé d'une rage glacée. Si vous essayez encore une fois de me prendre ma fille, je vous tue. La porte claque violemment derrière elle, laissant Charles seul, déstabilisé pour la première fois. À la résidence Massalia, l'ambiance est bien plus légère. Autour d'un chocolat chaud, Nisma, Yolande et Steve décorent le sapin. Yolande rit en accrochant une boule dorée de travers. Voilà, il est parfait notre sapin. Il ne manque plus qu'un vœu pour le Père Noël. Steve se tourne vers Nisma, taquin. Et toi, qu'est-ce que tu lui demanderais, au Père Noël? Nisma réfléchit un instant, un sourire rêveur au coin des lèvres. Si je devais faire un vœu, ce serait de partir faire le tour du monde. Yolande écarquille les yeux. Le tour du monde? Rien que ça? Nisma rit doucement. Oui. Pour voir autre chose, respirer un peu. Découvrir des gens, des endroits, sans avoir besoin de sauver qui que ce soit. Juste vivre. Steve hoche la tête, attendri. C'est peut-être le plus beau cadeau que tu pourrais te faire. Yolande, émue, ajoute. Et le plus mérité aussi, ma chérie. Parce que penser un peu à toi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Un instant de silence s'installe, puis Nisma sourit, apaisée. Pour la première fois depuis longtemps, elle ose imaginer un avenir où elle vit pour elle et non plus pour les autres. Dans l'appartement des Marcy, l'atmosphère est étrangement silencieuse. Thomas tourne en rond dans le salon, le téléphone collé à l'oreille. Toujours rien, il ne répond pas. Sur le canapé, Gabriel, visiblement tendu, pianote nerveusement sur son portable. Baptiste devait venir chercher Mathis il y a plus d'une heure. Ce n'est pas normal. Thomas s'arrête net, inquiet. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Gabriel soupire, la voix basse. J'espère juste qu'il n'a pas fait une bêtise. Avec tout ce qui se passe autour de Chloé et cette histoire de bague volée, il était à bout. Thomas pose une main sur son épaule. On va aller au Mistral, peut-être qu'il y est passé. Ou alors il a voulu éviter un conflit. Gabriel hoche la tête, mais son regard trahit une peur qu'il n'arrive plus à contenir. Non, Baptiste ne disparaît jamais sans prévenir.
Quelque chose ne tourne pas rond. Pendant ce temps, à quelques rues de là, Idriss gare sa voiture devant la maison du Vivier. L'endroit est plongé dans un calme presque inquiétant. Il avance prudemment, toque à la porte. Monsieur du Vivier ? Police nationale. Ouvrez, s'il vous plaît. Aucune réponse. Il réitère, plus fort cette fois. Toujours rien. Son instinct prend le dessus. Il pose la main sur la poignée, la porte est ouverte. Merde, murmure-t-il en sortant son arme de service. Il entre lentement, inspectant le salon plongé dans la pénombre. Des papiers traînent sur la table, un verre renversé au sol. Police. Y a quelqu'un ? Un silence de plomb lui répond. Il s'avance encore, son regard balayant chaque recoin. Et soudain, son souffle se bloque. Au sol, à quelques mètres de lui, Charles Duvivier gît sur le ventre, immobile. Idriss s'accroupit lentement, garde son arme en joue, puis pose 2 doigts sur la carotide. Aucun pouls. Son visage se durcit. Centrale, ici lieutenant Idriss Leclerc. J'ai un homme à terre, possible décès. Envoyez une équipe médico-légale rue Saint-Jacques, chez Charles Duvivier. Je répète, situation critique. Il relève les yeux, le cœur battant. Autour de lui, tout semble en ordre, trop en ordre. Pas de lutte apparente. Pas de trace d'effraction. Et pourtant, quelque chose cloche. Sur la commode, un cadre photo brisé. À côté du corps, un petit bijou doré gît au sol, une bague. Idriss la reconnaît immédiatement. La bague de Duvivier ? Un frisson lui parcourt l'échine. Car si cette bague est là, alors Baptiste Marcy est peut-être bien plus impliqué qu'il ne le pensait. Et voilà, l'épisode 483 referme sa page, mais laisse derrière lui un champ de ruines émotionnelles. On quitte Marseille avec une impression de vertige, comme si tout ce qui semblait encore tenir debout venait soudain de se fissurer. Chloé, elle, n'a plus de répit. On l'a vu lutter, vaciller, s'effondrer, puis se relever. Mais ce qui l'attend maintenant dépasse largement la simple peur. Un combat judiciaire, un combat moral, un combat pour sa dignité de mère. Et surtout, un combat contre ceux qui ont décidé d'utiliser la loi comme une arme. Baptiste, lui, est pris dans les filets d'un piège qu'il n'a même pas vu se refermer. Accusé d'un vol qu'il n'a pas commis, embarqué malgré lui dans une guerre qui n'était pas la sienne. L'ombre qui plane au-dessus de lui n'est pas seulement celle de la police, mais celle de manipulations parfaitement construites. À la résidence Massalia, Nisma s'enfonce doucement dans une fatigue que personne n'avait vraiment vu venir. Son humanité la pousse à donner sans limite, mais ce sont justement ces limites-là qui la brisent. Et quelque chose nous dit que ce fil-là peut rompre à tout moment. Louis, encore fragile, retrouve un souffle d'espoir grâce au message de Zoé. Mais derrière ces larmes, il y a cette peur viscérale de perdre ceux qu'il aime, cette peur qui ne disparaît jamais vraiment après avoir frôlé la mort. Et puis, il y a la maison du Vivier. Le silence. Le corps de Charles étendu au sol. Et cette bague, ce détail minuscule mais terrifiant, qui change absolument tout. Ce n'est plus seulement une affaire de famille, ni de jalousie, ni de rancœur. C'est désormais une affaire de mort. Et une question brûle désormais toutes les lèvres. Qui voulait la chute de Charles Duvivier ? Et jusqu'où cette vengeance était-elle prête à aller ? La suite promet d'être explosive, sombre et bouleversante. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager vos théories en commentaire. On se retrouve très vite pour l'épisode suivant, là où plus belle la vie ne cesse jamais de nous surprendre et de nous tenir en haleine.